Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν. Je remercie d'abord la Cité Audacieuse de nous recevoir à l'Institut Émilie du Châtelet. La Cité Audacieuse, vous savez, c'est ce lieu par les femmes et pour les femmes qui a été créé par la ville de Paris en 2020 et qui est depuis dirigé par la Fondation des femmes qui accueille énormément d'associations. Ce soir, c'est un nouveau café de l'IUC, l'Institut Émilie du Châtelet, qui est co-organisé par l'association Les Amis de l'Institut Émilie du Châtelet et le conseil d'orientation de cet institut. Alors, l'Institut Émilie du Châtelet, c'est quoi? C'est une fédération de recherche sur les femmes, le sexe et le genre, qui existe depuis 2006 et qui organise également des séminaires une fois par mois au CNAM. Et l'Institut Émilie du Châtelet a donné pour mission à ces deux instances de diffuser la recherche au plus large public possible, en faisant dialoguer le monde universitaire et les associations de terrain, associatives, militantes, syndicalistes, politiques, etc. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ce café, le café de ce soir. Donc le sujet ce soir, qui est absolument passionnant et très touchant certainement, c'est les mineurs en situation de prostitution, une extrême violence sexiste et sexuelle. Et pour en parler, nous avons invité Delphine Jarot, qui est déléguée générale de l'Amicale d'Uni et membre du comité d'orientation de la MIPROF. La MIPROF, vous le savez bien sûr, c'est la délégation interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Merci beaucoup. Je vais vous rappeler le déroulé de cette conférence. Delphine va nous informer et nous raconter tout ce qu'elle fait avec son association. Elle sort du Sénat, là, donc il y a des nouvelles toutes fraîches. Et puis après, on sera très content d'avoir un échange avec vous. Donc, notez bien vos questions et dès que Delphine aura terminé, vous pourrez poser vos questions. Voilà, et moi, mon rôle, c'est de présenter Delphine Jarot, que j'ai la chance de connaître depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et je profite de cette présentation succincte pour vous dire toute l'estime et l'admiration que j'ai pour son engagement, comment dire, fervent, au service de la cause des femmes et de la justice sociale en général. Elle déploie une énergie impressionnante, tant dans l'action que dans la réflexion. Et quand je pense à elle et à ses activités multiples, la phrase qui me vient à l'esprit, c'est la fameuse formule hugolienne, c'est une force qui bat. Bon, Delphine, elle a 55 ans, elle est mère d'une fille de 14 ans et se définit, je la cite, comme une femme féministe, universaliste, laïque, antidogmatique. Elle est née donc en 1970, dans un des moments forts du féminisme, d'un père féministe, ça arrive, qui vous prônait, si je me souviens bien, l'autonomie financière et l'indépendance à ses deux filles, et d'une mère qui ne l'était pas, elle, féministe. Ça peut arriver aussi. Alors, elle a été formée en économie de la santé et gestion des structures associatives, et elle est depuis plus de 30 ans impliquée dans l'action sociale et médico-sociale. Ce à titre professionnel, mais aussi bénévole. Elle s'est ainsi consacrée au soutien aux malades du sida, puis elle a mené les combats pour le PAX, le mariage pour tous, et elle est depuis plus de 20 ans administratrice de l'association FIT, Une femme, un toit,
dont fait partie également Marie Noël Bach, ici présente, membre du Conseil d'orientation, du Conseil d'orientation d'IEC et qui a co-organisé avec moi ce café. Professionnellement, Delphine a dirigé des centres commerciaux, communaux d'action sociale, puis elle a travaillé une vingtaine d'années dans le champ des addictions, l'alcool, le tabac, la drogue, les usages des médicaments, enfin la liste est longue, et les jeux aussi, les jeux vidéo. Avant de rejoindre en mars 2020 l'Amicale du Nid, dont elle est déléguée générale. Cette association intervient auprès de personnes victimes des réseaux de prostitution pour les accompagner vers la sortie de cette sorte, disons, particulièrement sinistre de prison. Comme on vous l'a dit, elle est depuis 2024 membre de, j'allais prendre mon souffle, mais comme on vous l'a dit, je résume, la MIPROF, puisque la langue de bois de notre époque nous invite à abuser des acronymes, mais il y a quand même des modes plus graves que celle-là, enfin, mode si je puis me permettre. Delphine va nous parler ce soir d'un phénomène inquiétant qui est la hausse du nombre de mineurs en situation de prostitution. Pourquoi cette hausse? Qui concerne-t-elle? Quelle continuité entre mineurs et majeurs? C'est à toi de nous expliquer, Delphine, mais de nous dire aussi, te connaissant, les moyens de lutte contre ces formes extrêmement violentes que prend la prostitution dans ses évolutions récentes. Car, je terminerai là-dessus, pour reprendre la terminologie de Geneviève Fraisse, je te situe plutôt du côté de l'analyse de l'émancipation que de celle de la domination. En tout cas, pour résumer, plutôt que déplorer, tu œuvres à changer la vie. À toi la parole. Un grand merci pour l'invitation de café de l'Institut Émilie du Châtelet. Un grand merci à vous deux. Un grand merci à toutes et tous d'être présents sur un sujet pas mal traité par les médias. Je trouve pas suffisamment sur un angle qui me convient. Donc, je vais essayer de vous présenter sous un autre angle. Je suis désolée, je suis atteinte d'une bronchite un peu pénible depuis quelques jours. Donc, j'essaie de manger des gommes toute la journée. Voilà. Je voulais juste dire qu'il ne s'agit pas tant de la prostitution des mineurs que de l'exploitation sexuelle des mineurs par le système prostitutionnel. Mais je dirais la même chose des adultes. Exploitation sexuelle par le système prostitutionnel. Et qu'il ne s'agit pas... on parle d'exploitation, donc on ne parle pas de consentement. Même si ce terme consentement ne me va pas du tout, en général, même au moment du mariage, j'ai eu du mal à consentir, puisque pour moi, le consentement, déjà dans une relation d'inégalité entre deux parties, sinon on en a juste envie, le désir, on consent à quelqu'un qui est supérieur. Il y a aussi un continuum entre victimes mineures et majeures, parce que ce n'est pas l'anniversaire, la bougie soufflée qui fait que le système d'exploitation est différent. Et ça, j'insiste vraiment, puisqu'il y a des médias, des associations même qui défendent un distinguo entre les deux. Je n'en défends aucun. Même si, évidemment, on le sait, les mineurs imposent une protection par l'État bien supérieure à celle des majeurs, mais l'exploitation reste la même. Par ailleurs, vous l'avez compris, avec ce que je commence à dire, le problème, ce n'est pas tant de se vendre, entre guillemets, on ne se vend pas, mais c'est d'être acheté. C'est-à-dire qu'un être humain puisse être considéré comme une marchandise par un autre. Et je finirai avec la logique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travail. Il n'y a pas de travail du sexe. Si j'aime le sexe, je le pratique tranquillement. Il y a assez d'annonces, il y a même de la géolocalisation. Donc, on peut trouver un partenaire sexuel comme on le souhaite, dans le consentement, je vais reprendre ce vilain mot, en tout cas dans le désir partagé. Dans la prostitution, il y a un désir clair, net, précis de domination d'un être humain sur un autre. Donc vraiment, j'insiste,
la question n'est pas de se vendre, mais d'acheter un autre être humain. Et on rejoint toute la question abolitionniste de l'esclavage hier. Aujourd'hui, des associations comme Amical se battent pour l'abolition du système constitutionnel. Parce que l'être humain n'est pas une marchandise. Je dirais rapidement l'Amicale du Nid, on est né en 46, donc bientôt 80 ans. J'ai l'audace de vous proposer des petits documents là, sur la petite table. Vous pourrez laisser votre mail si vous voulez recevoir une lettre, c'est 4 fois par an. On n'inonde pas. Et si vous voulez adhérer, même chose, n'hésitez pas à remplir un petit bulletin. Il ne s'agit pas de régler sur place, mais on reviendra vers vous. Et j'ai ramené quelques rapports d'activité. Voilà. Donc, l'association est dirigée par, au sens présidente, par Françoise Ritter. Et comme ça a été dit, j'en assure la direction depuis exactement le Covid de mars 2020, qui était une période radieuse, surtout pour les victimes du système professionnel. On assure pas mal d'actions, la prévention évidemment, qu'elle soit ciblée vers des jeunes à plus grand risque ou plus universelle auprès de jeunes en général, type éducation nationale. Mais vous imaginez bien qu'on agit aussi en prévention auprès des jeunes qui relèvent de la protection de l'enfance. Elles sont surexposées, voire déjà en situation de prostitution. On assure de la sensibilisation, de la formation auprès des professionnels. On a un organisme qui est certifié. Et on assure des diagnostics territoriaux de la prostitution sur un département, une région, qui permet d'aider les petits publics de se mettre en œuvre. On assure de l'aller vers, on reviendra dessus, dans l'espace public, et vous l'avez remarqué vous-même, il y en a de moins en moins de personnes exploitées dans l'espace public, plus que 8%, 80 et quelques pourcents, c'est dans l'espace numérique. Donc, de la même façon que vous commandez un sandwich Uber, vous commandez un être humain pour un acte sexuel. Donc, on assure à peu près 12 000 contacts par an par Internet. Il faut savoir qu'il y a à peu près 35 à 40 000 annonces actives en France par jour. Ces données sont celles de l'OCREAT, Office central de répression de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. 35-40 000 annonces actives par jour. Donc, sur des sites qui sont généralistes ou des sites spécialisés. Donc, il suffit de taper ce que vous voulez, le profil, la zone géographique, le sexe. Vous avez tout exactement comme on commande un sandwich. On assure, au-delà de l'aller vers des accueils, notamment des accueils de jour, et on assure surtout l'accompagnement des victimes, où elles en sont et où elles sont. C'est-à-dire qu'elles soient motivées ou pas pour sortir de la prostitution, qu'elles en aient les moyens psychiques ou pas, qu'elles aient le début d'enclenchement d'une émancipation ou pas. Donc, on les prend vraiment où elles sont, où elles en sont. On assure, pour cet accompagnement, on a plus de 500 places d'hébergement et logements accompagnés, ce qui facilite énormément les choses, puisque la mise en sécurité de toute personne victime de violence par un toit sur la tête est primordiale. Et parmi les outils, on y reviendra, il y a le parcours de sortie de prostitution instauré par la loi de 2016. Par ailleurs, on a des ateliers d'adaptation à la vie active. Le but est de l'insertion socio-professionnelle des personnes. Et enfin, on assure des missions mineures spécifiquement dédiées aux enfants, extrêmement difficiles à capter, vous l'imaginez bien, parce qu'ils sont extrêmement volatiles, entre guillemets. On en a accompagné quasiment 300 en 2024. Et enfin, on assure du plaidoyer, comme tu le disais, j'étais au Sénat avec le Mouvement du Nid, qui est notre association sœur, parce qu'on est né de la même PMA en 1946, et on s'est séparés en 1976, mais on est toujours ensemble pour les plaidoyers. Donc, nous étions au Sénat cet après-midi sur la question notamment des financements des associations qui luttent contre le système constitutionnel. Je vous passerai toutes les données économiques, d'activité, vous verrez le rapport d'activité. Et si vous abonnez à notre lettre, vous recevrez le prochain. Notre analyse du système constitutionnel est super basique. C'est d'abord de la domination masculine. Alors, personnellement, je n'ai assez de parler de violences faites aux femmes. Je pense qu'il faut qu'on change de vocabulaire et qu'on parle de violences masculines. L'extrême majorité des violences faites aux femmes, mais aussi faites aux hommes,
et aussi plutôt enfants, sont le produit d'hommes. Donc, il faut qu'on parle de violence masculine. Donc, c'est d'abord la domination masculine qui irrigue le système constitutionnel avec une infériorisation des femmes, des hommes, enfin d'autres hommes, des personnes transidentitaires, et on va y venir, des enfants, donc on appelle ça des pédocriminels pour être plus clair. Le système constitutionnel, c'est aussi renforcé par la domination économique. Il y a celui qui a l'argent et celui qui en a besoin. Je vais le genrer parce que la majorité des personnes exploitées sont des femmes. Et par ailleurs, on se retrouve aussi à l'intersection de domination raciste et de classe. C'est pas Madame Bettencourt qui était exploitée par le système de prostitution, c'était plutôt Lola. Le système repose sur 3 acteurs, ces fameux acheteurs, 99% d'hommes, qui disent avoir des pulsions sexuelles irrépressibles. Bon, des envies sexuelles, je sais pas vous, mais enfin on en a toutes, hein, et tous, mais irrépressibles. Et là, le mot, il est irrépressible au sens de justifier tout. Viol conjugal, le libertinage, souvent avec recours à des personnes prostituées d'ailleurs, le droit de cuissage, je vous en passe des meilleurs, et donc la prostitution. En gros, il faut qu'il y ait des solutions sociales, si possible organisées, pour répondre à ces pulsions. Il y a l'industrie de la pornographie aussi qui alimente tout ça. Ensuite, le système y repose sur des personnes au parcours émaillé de difficultés, des personnes vulnérables. Et ça, il y en aura tout le temps. Si on ne les trouve pas en France, on les trouvera dans des pays plus pauvres, on en trouvera toujours. Donc, en France, on va parler des personnes qui ont subi des violences intrafamiliales en tant que co-victimes, en tant que victimes directes, des violences sexistes, sexuelles, des faiblesses de compétences psychosociales, je vous en passe, et des meilleures, bon, évidemment, les victimes, 97% de femmes. Et des personnes qui profitent de ce marché très juteux, et on y reviendra. Il y a une telle impunité, telle faiblesse dans les condamnations, déjà les poursuites, et ensuite les condamnations, qu'autant dire que quitte à investir sur un marché en ce moment, c'est plutôt que le Bitcoin ou la Tesla, moi je vous dis, c'est la prostitution. Parce que vraiment, il n'y a pas de poursuite, ni des acheteurs, ni des exploiteurs, et il n'y a pas de condamnation, quasiment pas. Et donc, c'est dans ce marché, entre guillemets, humain, monstrueux, qu'arrive la question tu me reposais. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vision libérale qu'on a clamée en 70 en disant je fais ce que je veux de mes fesses, j'ai un enfant quand je veux, je couche quand je veux, avec qui je veux. Il faut avoir une analyse systémique, c'est-à-dire c'est pas les soi-disant je suis prostituée parce que j'ai choisi, parce que je le vaux bien, machin, et puis moi une soirée je fais 10 000 euros, quand toi la pauvre caissière tu es au SMIC. C'est un système. J'insiste vraiment sur cette approche systémique. Tant qu'il y aura des acheteurs et des exploiteurs, il y aura des personnes exploitées. Alors, c'est vrai que depuis la vague MeToo, on a parlé beaucoup plus des violences faites aux femmes, notamment. Ça pourrait s'élargir à d'autres milieux. Pour l'instant, c'est les femmes, et curieusement, c'est par petites touches, par milieu. Puis à chaque fois, alors là, c'était le cinéma le dernier. Enfin, ça revenait au cinéma avec beaucoup d'émotion. Et curieusement, malgré ce mouvement MeToo, malgré la Civis et les 160 000 enfants qui subissent des violences sexuelles par an, malgré tout ça, la prostitution reste l'angle mort des politiques de violence, de violence faites aux femmes, faites aux enfants, faites à d'autres hommes et faites à des personnes transidentitaires. Et ça, il y a quand même une curiosité très grande, parce que c'est le plus vieux métier du monde, parce que c'est... Enfin, on trouve vraiment des arguments fallacieux, et le plus vieux métier du monde, c'est quand même ce qui revient le plus. Et ça évite le viol aussi, c'est pas mal comme argument aussi, ça évite le viol, alors qu'on sait que c'est pas forcément, et voire pas du tout le même profil. Donc, pourquoi cette vague MeToo, cette vague franco-française civique, pourquoi elle laisse dans l'angle mort la question du système prostitutionnel? Pourquoi on laisse sur le carreau 40 à 42 millions de personnes exploitées sexuellement dans le monde, 1-2 millions en Europe, à peu près 40 000 adultes en France, et à peu près
Alors, on parlait de 7 à 10 000 et maintenant on parle de 15 à 20 000. J'étais à une audition à l'Assemblée nationale la semaine dernière sur les mineurs, il parlait de 15 à 20 000 enfants en situation de prostitution. Ce qu'on se demandait, c'était est-ce que ça a augmenté? Je ne serais pas bien placée pour le dire. Ce qui est clair, c'est que les politiques publiques se rendent compte et mettent le nez dessus. Est-ce qu'on chausse les bonnes lunettes pour voir plus clair? Parce que le phénomène a explosé. On reviendra après sur comment tout ça s'organise. Et depuis quelques années, la fameuse loi du 13 avril 2016 a quand même vaguement, mollement fait bouger les choses, mais ça reste vraiment du tout petit pas. Ne pas condamner fermement cette réification des enfants, des femmes dans le système prostitutionnel ou l'industrie porno, parce que c'est un continuum, c'est se rendre complice de la violation des droits fondamentaux, de leurs droits fondamentaux. Alors, je vais faire une lecture historique un peu ambitieuse. Je vais juste reprendre le fait que quand même, il y a eu la loi dite Martre-Richard, qui avait fermé à l'époque les maisons closes, où on enfermait les personnes, on les mettait sous contrôle sanitaire pour s'assurer que ces messieurs rentrent propres à la maison. Et surtout, elles étaient tellement bien dans les maisons closes. Juste pour vous dire, à population égale en Allemagne, c'est 10 fois plus de personnes exploitées et qui sont enfermées dans des maisons closes. Et pendant le Covid, par exemple, évidemment, les maisons closes ont fermé, et évidemment, les personnes étaient absolument pas protégées, et encore moins qu'en France, puisqu'il y a un système beaucoup moins protecteur, parce que leur système est réglementariste. En 1949, il y a eu la Convention des Nations Unies pour un régime abolitionniste. On a attendu 1960 pour le ratifier en France, on est toujours un peu lent. Et enfin, sous Banater, la loi du 4 mars sur l'autorité parentale qui pose quand même le principe, on est quand même en 2002, qui pose l'interdit de la prostitution des mineurs. Truc extravagant en 2002, avec des amendes et autres. Et surtout, la pénalisation du client. C'est la première fois que la pénalisation du client arrive dans la loi française. Ensuite, un ministre de l'Intérieur devenu président de la République en 2003 a eu l'idée de faire une politique de répression des prostituées. Donc, pénaliser le fait même du racolage. Vous imaginez la cohérence, c'est-à-dire des victimes de violences du système prostitutionnel se retrouvent pénalisées. Alors même qu'on avait quand même voté l'année d'avant, le fait que pour les mineurs, c'était quand même interdit et qu'on poursuivait les clients. Donc on était encore dans l'optique, à 18 ans, c'est pas la même chose. Donc en gros, dès que vous embêtiez un petit peu la circulation routière ou autre, au Bois de Boulogne et autres, elles ont eu plus d'amendes que aujourd'hui les clients n'en ont, sachez-le. Et enfin, la loi de Maude Olivier et Catherine Coutel du fameux 13 avril 2016. Parce que Marc Bernard avait sa loi de 46 était aussi du 13 avril. Donc, il faut aussi le clin d'œil 13 avril 46, 13 avril 2016. Et donc, Maude Olivier et Catherine Coutel, péniblement, ont réussi à faire voter une loi qui change complètement le paradigme. C'est-à-dire que maintenant, les clients sont poursuivis, on dépénalise heureusement les prostituées, voire on les protège avec un système de parcours sorti de la prostitution, et on renforce la lutte contre le proxénétisme et la traite. Et par ailleurs, évidemment, on renforce la prévention, notamment auprès des jeunes, et dans ce qui s'assimilait à une éducation de la vie affective, relationnelle et sexuelle, dont on sait que ça ne touche que 15% des jeunes aujourd'hui. Et il s'agissait notamment de travailler sur la question de l'égalité filles-garçons et que l'apprentissage du corps qui m'appartient, un truc un peu basique, mais c'est très peu appliqué, comme vous le savez, dans nos écoles. Juste dire que les réglementaristes français, qui ont quand même la peau dure, ont attaqué l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et ils ont dit que c'était une entrave au respect de la vie privée des personnes en situation de prostitution
et des clients, et que c'était une entrave à leur liberté économique, puisque on poursuivait les acheteurs. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, dans une première décision, a dit non, cette loi est très bien. Ils ont fait une sorte d'appel. Je ne suis pas juriste, et encore moins au niveau européen, au niveau de la haute cour. Et enfin, ça a été à nouveau confirmé, mais ils nous ont bien fait transpirer en 2024. Ils ont tout essayé. Il faut savoir que les plaignantes étaient des personnes anonymes, ce que je peux concevoir, dites travailleuses du sexe, mais que derrière, c'était des associations comme Aide, Médecins du Monde, et tous les membres des Parapluies Rouges, le STRAS, le fameux syndicat des travailleuses du sexe et travailleurs. Donc, c'était toutes ces associations qui étaient derrière. Et j'avoue qu'on a bien travaillé, mais on a eu peur quand même, parce que si on se prenait un râteau, si l'État français était condamné par la Cour européenne, autant dire que ça faisait tomber aussi la loi suédoise, et que d'autres qui commencent à y réfléchir en Europe, ça faisait un sacré frein. Donc on était très très soulagés. Ensuite, en juin 21, on a une super procureure générale de la Cour d'appel de Paris, Catherine Champrono, qui a remis un rapport sur la prostitution des mineurs. Et ensuite, Adrien Taquet, qui était le secrétaire d'État à l'enfance, a fait ce qu'il a appelé pompeusement le premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs. On verra, il n'y en aura pas eu d'autres, puisqu'après, c'était mixé avec la prostitution générale. Il y a eu 14 millions d'octroyés en 2022. Donc, on peut dire que là, il y a eu la première pierre à l'édifice. Donc, c'est très, très récent, de la véritable prise de conscience politique de la question de l'exploitation des mineurs. Et enfin, il y a eu un super rapport qui s'appelle Promis France sur la prostitution, enfin l'exploitation des mineurs, qui est sorti en janvier 22. Donc, on voit que tout s'accélère après. Et enfin, une campagne, je ne sais pas si vous l'avez vu, Je gère, avec une gamine exploitée sexuellement, avec un client qu'on voit vaguement dans le fond de l'écran, qui se rhabille vaguement, un type un peu bedonnant, et c'est la gamine qui est ciblée par la com. Cette campagne cible les jeunes, au lieu de cibler les acheteurs. Et là, un, on n'a pas été concerté, et deux, on a été déconcerté. Donc, on attend vraiment une campagne qui vise les acheteurs. On verra pour les JO, si vous avez vu la pub, et là, vous me le donnez en mille, ils ont fait une campagne parce que vraiment, on les a harcelés pour dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes au moment des JO, ici en France, c'est 1500 €, mais surtout, on mettait jusqu'au maximum d'ailleurs, en peine prison comprise, et c'était l'interdit de l'achat d'actes sexuels. Et là, on n'a pas le choix, parce qu'on nous l'a montré, c'était en bout de course, une femme représentée par ses talons, donc comme d'hab, un petit bout de femme, hein, et le client représenté par les pneus de sa voiture. Voilà. Alors qu'on sait que tout se fait en ligne, mais c'est pas grave, on était dans la rue, et le client était réduit aux pneus de sa voiture. C'était la seule campagne qu'il y a eu sur l'interdit de l'achat d'actes sexuels, et franchement, je défie quiconque de l'avoir vu. Moi, j'en ai vu des paquets à la mi-prof, mais je ne les ai pas trop vus affichés, soi-disant que ça allait inonder les aéroports, les gares et autres. On ne les a pas trop vus. Donc, je gère la campagne pour les mineurs 2023. Et enfin, il y a un an, de mai 24, le plan, une stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel qui, comme on l'a souhaité, intégrait mineurs et majeurs. Et ça, c'est hyper important, comme je disais, pour intégrer ce continuum. Comment ça se fait qu'il y ait une persistance de la domination masculine qui fait qu'on va jusqu'à acheter un corps d'un être humain pour ses pulsions sexuelles? Il faut se rappeler que le sexisme, il commence à la maison, il continue à l'école et il explose en ligne. Et que nos gamins, quoi qu'on fasse, les 11-15 ans passent 3 à 5 heures par jour sur leur téléphone. Et ils ne sont pas que sur WhatsApp à écrire à leurs copains. Les parents, sans même s'en rendre compte, reproduisent des schémas sexistes. L'enseignement, on le sait, ne joue pas sur les égalités. Et Internet
véhicule beaucoup de stéréotypes de genre, et notamment le développement, enfin l'accès hyper facilité à la pornographie, qui ne donne pas la vision la plus positive de la sexualité. Juste dire qu'il y avait un rapport qui avait été fait par Ipsos en 2022 sur les réflexes masculinistes et comportements machistes chez les jeunes, les 14-25 ans. Moi, naïvement, à mon âge, je pensais que les jeunes allaient être moins bêtes que ma génération. Eh bien, un quart des 18-24 ans estiment que lorsqu'une femme dit non, c'est pour dire oui. Et que plus de la moitié dire que c'est plus difficile pour un homme de maîtriser son désir sexuel, ce qui est un postulat essentiel, notamment pour la culture du viol. Et 36% pensent qu'une femme peut prendre plaisir à être humiliée et injuriée. Donc on est sur des 18-24 ans. Hein. Donc on est vraiment chez les jeunes. On voit à quel point tout ça est extrêmement ancré et que c'est pas la jeunesse qui va nous aider à évoluer. C'est nous qui devons vraiment agir auprès de cette jeunesse. Alors, l'exploitation sexuelle des enfants. Longtemps, on a parlé, rappelez-vous, du tourisme sexuel. Donc, on avait l'idée du type un peu bizarre, un peu bedonnant, un peu rougeau, qui allait en Asie avec des petits garçons. On avait des images extrêmement stéréotypées. C'était exotique, c'était loin. Pardon? Non, ça va? Oui, bien. Ah bon. Donc, c'était extrêmement exotique, d'autant plus que c'était très loin. Donc, c'était une catégorie d'hommes qui n'était pas tout à fait normale. Sauf qu'en fait, ça se passait aussi en France. Après, on a parlé de la prostitution des cités, puisque évidemment, c'est toujours facile de stigmatiser les plus pauvres. En parlant évidemment des quartiers nord de Marseille, du 93 en Île-de-France, de Vaux-en-Velin et autres. Donc, on cible bien socialement. Il s'est avéré que finalement, les jeunes, ils venaient de beaucoup de milieux. On parle maintenant de prostitution, de proximité, et on va y revenir pour expliquer cette notion de proximité. L'intérêt, c'est terrible ce que je vais vous dire, l'intérêt de cette visibilité, enfin, de l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est que j'espère que ça va rendre visible l'exploitation sexuelle en général par le système prostitutionnel. Si une femme sans papier, nigériane, en gros, n'intéresse pas grand monde, ou une femme chinoise, on passe devant elle à Belleville, comme on passe devant les arbres, et qu'on se contrefout d'elle, peut-être qu'un enfant, ça va retenir l'attention. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'attention, l'intérêt porté aux enfants puisse faire comprendre que le système, il est global. Et qu'il n'y a pas, comme je disais, séparé mineurs et majeurs. D'habitude, on parle toujours, récemment encore un journaliste, oui, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la prostitution des mineurs? Puisque la dernière lettre de l'Observatoire national des violences faites aux femmes qui a publié les dernières données sur la prostitution, explosion du nombre d'enfants exploités. Alors évidemment, le journaliste, il dit d'enfants qui se prostituent. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'eux? Est-ce que c'est la glamorisation? Est-ce que c'est pour s'acheter un sac Chanel? Enfin voilà, les questions de ce genre. Et il y a encore 3-4 ans, j'acceptais de répondre. Maintenant, je vais direct au but en disant, écoutez, là, on va parler d'autre chose que des jeunes, on va parler de ceux qui achètent, on va parler des pédocriminels. Parce que s'il y a des gamines qui, à 12 ans, sont exploitées, c'est parce qu'il y a des clients. Ah oui, effectivement, vous avez raison, parce qu'ils veulent tous des témoignages de gamins. Là, j'en ai encore eu à Marseille, témoignages de gamins. Essayez de trouver des clients, essayez de les écouter, ces types-là. Ce qui valent le coup. Moi, je ne connais que des clients de personnes adultes. On peut y revenir si vous voulez dans vos questions, et alors c'est pas mal ce qui nous sort comme argument. Donc, les acheteurs pédocriminels, c'est comment ils peuvent argumenter. On a des affaires pénales. Là, on a une gamine, on a le procès à Lyon bientôt, 12 ans. Et elle va peut-être être poursuivie en plus pour elle-même proxénétisme parce qu'elle a donné le numéro de ses proxénètes à des copines. Ça, c'est pas mal. Mais
Non, je vous parle d'une autre affaire. Pareil, 12 ans, les clients, là, c'est des clients poursuivis, ce qui est quand même rarissime. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un client qui s'est dit, oups, elle a l'air jeune. Il dit ne rien avoir fait, autant vous dire que la gamine ne se souvient pas. Il dit ne rien avoir fait, et hop, il est sorti, et au lieu de l'extraire du lieu où elle était enfermée, il est parti tout seul, et il a appelé la police en disant, oh là là, je crois qu'il y a une jeune fille qui est exploitée sexuellement. Autant vous dire que lui n'a pas été poursuivi, hein. On se demande bien ce qu'il faisait là, mais c'est pas grave, tant qu'il n'a pas été poursuivi. En revanche, les clients poursuivis, ils en ont poursuivi 4-5. Tout le débat, ça a été, est-ce que vous saviez qu'elle était mineure? 12 ans. J'ai ma gamine qui a 14 ans. Hein. Certes, elle fait 1,80 m, mais quand même, c'est pas la même chose, 12 ans, 14 ans, 17 ans, 30 ans, c'est pas le même corps. Et ces types-là, ah ben, on ne pouvait pas la reconnaître sur la photo. Effectivement, la photo, c'était une paire de fesses. Donc déjà, ils ont acheté une paire de fesses en ligne. Bon, il y avait un string, hein, je vous rassure, c'était très pudique. Donc tout le débat, c'était la luminosité de la chambre d'hôtel ne permettait pas de se rendre compte qu'elle était mineure. Et les condamnations sont ultra faibles. Je crois que maximum, il y en a un qui a pris peut-être 5 ans, 12 ans, hein, alors qu'on est sur une qualification de viol à moins de 15 ans. Voilà où est-ce qu'on en est. Et proxénétisme, pareil, les condamnations sont extrêmement faibles. Donc, tout ça pour dire que longtemps, on est resté dans le fameux mythe de Zaya. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un peu vieux. Donc, on avait des footballeurs dont Ribéry et je ne me rappelle plus trop de leur nom. Enfin, deux footballeurs qui, évidemment, s'étaient amusés avec des personnes sexuellement exploitées, évidemment mineures, c'est quand même plus frais, et évidemment, ils ne savaient pas qu'elle était mineure. Ça a été quand même leur ligne, hein, de défense. Et longtemps, on est resté dans la glamour, le côté glamour de la prostitution via cette figure de Zaya. C'est parce qu'elle a des cils, je ne sais comment, parce qu'elle a une poitrine plus machin, et qu'effectivement, elle ne faisait pas son âge. Mais ces footballeurs ne cherchaient absolument pas à acheter une Delphine Jarreau pour leur soirée. C'était vraiment une Zaya qu'ils voulaient, et ils l'ont eu. Donc, on voit bien que c'est un tissu de mensonges et de mauvaise foi que le discours de ces hommes. Ensuite, il y a la question de la pornographie. 25% du trafic web dans le monde, c'est de la pornographie. 25% Internet, c'est de la web. La France est le deuxième consommateur de pornographie. 19 millions de consommateurs chaque mois, différents, hein, les consommateurs. Et 17 millions d'adultes, donc 2 millions d'enfants. Donc des enfants ne bénéficient pas de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, mais ils ont la pornographie pour leur expliquer les joies et le bonheur de la sexualité. Donc ces types qui vont sur tous ces réseaux, qui vont chercher du porno qui se fait soit via une industrie, soi-disant avec des acteurs, sauf que Catherine Deneuve, dans Belle de jour, elle couche avec personne. Excusez-moi, je suis fan de Catherine Deneuve. Elle ne couche avec personne dans ce film et dans aucun film. Or, dans un film porno, les acteurs ont des rapports sexuels. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des personnes exploitées sexuellement dans le cadre d'un film. Et de plus en plus, pornographie de proximité, c'est-à-dire les couples qui se filment et surtout les films qui passent à l'encontre des personnes elles-mêmes. Elles sont filmées, elles ne le savent pas, c'est diffusé. Sans compter celles qui ont des pauvres contrats minables et qui n'arrivent plus à enlever les images porno puisque la diffusion est extrême sur Internet. Donc, quand on voit les affaires French Bukake ou Jackie et Michel, qui sont qu'une partie récemment émergée de cet iceberg des violences pornographiques, on comprend à quel point ça modélise, enfin, ça formate les esprits. Et on sait que, en plus, parmi ces vidéos, 1,3 million de vidéos sont pédopornographiques. Et que les thèmes qui marchent super bien, c'est les mots-clés papa, écolière, teen, sœur et frère. Donc des choses où vraiment on vise ce qu'on cherche.
Et je rappelle, tout ça a rapproché quand même de 160 000 enfants sexuellement agressés. Or, une personne, un homme qui regarde des films porno a plus de risque d'acheter un acte sexuel et une femme qui regarde du porno, plus de risque que la moyenne hein, d'être exploitée sexuellement. Donc l'équation est simple, j'ai plus les indicateurs en tête. Voilà. Et cette pédocriminalité est facilitée donc par cette pédopornographie. Il faut vraiment faire le lien. Ouais, je croyais dans les chiffres et je ne l'ai pas. Des enfants, on va dire, vulnérables. Ils ne sont pas en fait vulnérables, ils ne sont juste pas protégés. Vous voyez la nuance. Or, une société qui ne vise pas, qui n'investit pas dans sa jeunesse, on est foutu. On pourra relancer l'économie, on pourra faire ce qu'on veut. Si on n'investit pas sur la jeunesse, on n'y arrivera pas. Donc, plutôt qu'enfants vulnérables, on devrait dire enfants non protégés, qui bien sûr vont être les proies des réseaux d'exploitation. Alors, les facteurs fragilisants, vous imaginez bien lesquels il s'agit. Un des facteurs fragilisants et amplifiants, c'est les réseaux sociaux. Moi, je suis de la génération, heureusement, il n'y avait pas encore ce truc. Je pense que j'aurais passé les 2 à 5 heures, quoique ma mère m'aurait réveillé. J'aurais pas eu le téléphone, tout court. Mais aujourd'hui, moi, avec ma fille, je peux vous assurer que c'est quand même la guerre tous les jours pour décrocher ce foutu téléphone. Donc, elle me dit qu'elle regarde les dépêches du Monde et tout, elle se fout un peu de moi. Mais voilà, ils sont accros. Et ils tombent comme par hasard sur du porno. Évidemment, ma fille me dit qu'elle n'a jamais vu de porno, mais statistiquement, elle est quand même en plein dans la cible. Donc, il y a ça. Hier, ma fille avait un match de basket. J'espionnais 3 filles qui étaient sur le banc en train de papoter à côté de moi. Des gamines qui ont l'âge de ma fille. Donc, elles avaient entre 13 et 15 ans, parce que j'ai fait mon enquête après. Et il y en a une qui demandait à l'autre, machin, donc j'ai pas retenu le prénom du garçon, Arsène, je crois, me demande un nude. Est-ce que c'est? Donc, j'ai 14 ans, je suis un garçon, je demande à ma petite copine, envoie-moi un nude. Et l'autre, elle demande à ses copines, est-ce que je lui envoie un nude? Donc, je suis restée très calme sur mon banc, je n'ai rien dit, pour pas que ma fille dise, oh là là, pourquoi tu as encore ouvert ta bouche? Mais juste, la gamine se demandait si c'était pertinent. Elle ne s'est pas demandé pourquoi moi, je n'ai pas idée de demander un nude de mon mec. Elle ne s'est pas demandé pourquoi il me demande un nude. Elle ne s'est pas dit, mais tiens, en fait, le nude, il va aller où? Elle ne s'est pas dit, mais tiens, demain, ça va servir de menace si je le largue ou je ne sais quoi. Voilà, donc on est dans un système complètement fou, extrêmement fréquent, l'histoire du nude. Hein. Parce qu'en plus, ça leur permet d'exhiber leur tableau de chasse. Bon, entre nous soit dit, ils peuvent trouver des nudes sans demander à la copine, hein, parce qu'il y en a partout sur Internet. Mais du coup, c'est le nude de la copine, la fille de la classe. Donc, autant vous dire qu'après, la réputation, bonjour. Hein. Donc, le problème d'Internet, c'est la question de maîtriser ce qu'on écrit, ce qu'on dit, parce qu'évidemment, on raconte sa vie, c'est plus les journaux intimes, c'est je raconte ma vie. Et en racontant ma vie, certains voient très bien, vous suivent, le pédocriminel, il n'y a plus qu'à se servir, il voit les gamines, leur âge, tout, parce qu'elle argumente, ma gamine, toujours, excusez-moi, j'ai pas dit que j'avais 14 ans, je dis non mais attends, t'as vu ce que t'écris, ça se voit que t'as 14 ans quand on lit ta littérature de très haut niveau, excuse-moi, ça se voit que t'as 14 ans. Donc elle se croit protégée parce qu'elle n'a pas mis son âge. Et les jeunes sont extrêmement sensibles à la critique et au rejet. On est dans une période de la vie qui est quand même super difficile avec les transformations du corps, le regard des autres. On a très très peur d'être rejeté. Et du coup, on est ultra sensible à la question d'être populaire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle formule. Il faut être populaire. Donc, dire ce qu'il faut, enfin, je ne sais pas les choses, alors c'est plus branché, je ne sais pas les termes. En tout cas, il faut être populaire. Et derrière, ils sont prêts à tout pour être populaires, ils sont prêts à tout pour être validés par les autres. Donc, ils ne sont plus tant dans la quête d'eux-mêmes que dans la quête du regard de l'autre sur soi. Alors, on l'est toutes, hein, on l'est toutes plus ou moins, regarde nos rides, nos machins, mais bon, quand même, là, ça prend des tournures assez extrêmes. Et on a des pédocriminels
qui font ce qu'on appelle le grooming, c'est-à-dire des adultes qui manipulent des mineurs en ligne. Évidemment, ils ne se font pas passer pour des types de 55 ans, ils se font passer pour des petits jeunes et commencent à demander des petites choses à des jeunes en se faisant donc passer pour des jeunes de même âge. Et ensuite, il y a les sextorsions, c'est-à-dire essayer d'obtenir du contenu plutôt sexuel avec de la photo. Donc, avec cette idée d'exploitation de ce que disent les jeunes en ligne, on est dans une forme de proxénétisme 2.0. C'est Céline Piquet qui le disait d'oser le féminisme lors d'une audition, c'est-à-dire que c'est les mêmes procédés que pour sur les plateformes. Alors, c'est des plateformes comme OnlyFans, comme Mime, c'est les mêmes principes. Il faut être célèbre, il faut dire les choses, un maximum de choses positives de soi. Et en fait, ces vidéos de jeunes, 20% vont vers des offres sexuelles, avec vente d'achat d'actes sexuels, enfin, achat d'actes sexuels. Donc, ces gamins qui ne vont pas bien, qu'est-ce qu'ils ont? Des problématiques familiales. Quelle est la famille qui fonctionne super bien? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont des problèmes familiales, notamment violence intrafamiliale. Ils sont co-victimes. Ensuite, il y a la problématique du vécu d'événements traumatiques. Quand on voit les chiffres de la Civis, autant dire que ça fait quand même beaucoup de jeunes traumatisés. Dont je rappelle 80% fait partie dans les agresseurs sexuels de l'entourage proche et 22% l'entourage un petit peu moins proche. Donc, ces événements traumatiques créent des vulnérabilités plus, des carences en matière de vie affective, relationnelle, sexuelle, un accès, comme je disais, hyper facile à la pornographie. 2/3 des gamins de 15 ans, 1/3 des moins de 12 ans ont déjà eu accès à la pornographie. Alors, bien sûr, c'est jamais de leur fait. L'image s'est jetée sur eux, mais n'empêche que 2/3 des 15 ans ont vu du porno. Et chaque mois, 1/3 des garçons de moins de 15 ans se rend sur un site porno. Donc, vous voyez les relations que ça donne demain. On ajoute là-dessus un peu d'homophobie, un peu de transphobie, malgré tout le travail fait par l'Éducation nationale contre le harcèlement. Le problème de l'homophobie et de la transphobie par rapport au racisme, c'est que jamais un papa noir va traiter son fils de sale noir. Une maman hétéro, un papa hétéro va traiter sa fille de sale lesbienne ou de sale pédé. Donc les premières difficultés sont dans la famille pour les homos, pour les jeunes homos et les jeunes trans. Et je vous passe les stats de risque bien accrus de suicide et de tentatives de suicide. Et le harcèlement scolaire. Et ça, il faut vraiment... Enfin, la politique est forte, mais il faut continuer. Parce qu'il y a deux. Il y a les victimes du harcèlement et il y a les auteurs. Et les auteurs, ils ne vont jamais bien. Donc, c'est vraiment les deux parties sur lesquelles il faut travailler. Et tout ça, ça amène à des mésestimes de soi, des difficultés scolaires, voire de la phobie scolaire, le nouveau truc à la mode, des gamins qui ne peuvent plus aller à l'école, vraiment, physiquement, moralement, des carences complètes en matière de compétences psychosociales, notamment la capacité à résister au groupe, avec toujours cette idée de toujours être bien dans le groupe intégré à n'importe quel prix, et une crédulité excessive. Pour rajouter là-dessus un peu de conduite à risque, type produits stup, un peu de cannabis, un peu d'alcool, et ça fait des bons cocktails. Mais il faut des facteurs déclenchants. C'est pas parce qu'on a des vulnérabilités que l'équation va directement à l'exploitation. Il faut des facteurs déclenchants, et là, ça peut être la réputation, la fameuse réputation à l'école, la fameuse réputation dans le club de sport. Ça peut être une rupture familiale, des parents qui divorcent, voire placement, protection de l'enfance. Des conduites addictives qui commencent à être dures, des conduites d'errance avec vraiment les fugues qui doivent être travaillées de très très près, et la protection de l'enfance dont on sait l'état déplorable. C'est-à-dire qu'il y a du recrutement par les proxénètes, voire par les copines devenues auteurs elles-mêmes, victimes devenues auteurs, dans
les lieux de protection de l'enfance, notamment les maisons, les MEX caractère social. Alors, comment j'y rentre? Plusieurs techniques. Il y a le loverboy, le truc, vous avez dû en entendre parler. Je suis l'amoureux et je te dis toutes les phrases qui sont sur Instagram. Donc, c'est pas compliqué de sortir les phrases types pour plaire à une fille ou à un jeune garçon. Et toi, tu es complètement ébloui. Et après, je te fais quelques cadeaux, pas trop non plus parce que je ne vais pas me mettre humilié. Et après, on passe au stade suivant, c'est-à-dire soit acte sexuel partagé à plusieurs, soit je t'ai filmé, tu es d'accord parce que tu m'aimes tellement, tu es d'accord, et après je te menace de le divulguer, ou je l'ai fait à ton encontre, et là je divulgue. Mais ce loverboy, tout doucement, il impose la mainmise sur sa victime, qui, à 14 ans, avec plein de facteurs de vulnérabilité, tomberait pas dans le panneau. De l'amoureux super sympa qui dit tout ce qu'il faut et qui est tout gentil. Et quand en général, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les très très jeunes filles, très vulnérables, sont elles-mêmes victimes de violences conjugales. Donc quand elles tombent sur le gentil garçon, elles tombent vraiment love. Il y a la fameuse copine qui te propose des plans argent. Vous les avez carrément sur Internet. Hein. Propose super plan argent. Si tu chichites, si tu je sais pas quoi, enfin bon, il y a des termes plus modernes. Pas la peine de te pencher sur le plan. En gros, c'est les plans sous. Donc, cherchez plan sous, vous verrez ce que c'est. Et là, donc, elle coopte entre guillemets. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des victimes qui elles-mêmes deviennent auteurs. C'est en fait le produit des violences prostitutionnelles. C'est que moi, exploité sexuellement, j'ai 14 ans, si je ramène à mon proxénète 3 nanas et que je fais moins d'actes sexuels, voire plus du tout en échange, comment peut-on poursuivre ces gamines de la même manière qu'un proxénète qui, lui, n'aura jamais été exploité sexuellement? Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de victime-auteur, qui est vraiment une conséquence des violences du système prostitutionnel lui-même. Et c'est vrai que ces victimes-auteurs, c'est très, très, très déconcertant. Hein. On a eu une affaire sur laquelle on s'était porté partie civile, où des gamines, mais hyper jeunes, hein, je crois que la plus jeune avait 11 ans, elles en ont massacré une autre, mais massacré. Et elles étaient elles-mêmes victimes-auteurs. Et c'est vrai qu'on a trouvé la décision de la justice un peu lourde parce qu'elle-même a été exploitée. Et puis, les fameuses rencontres sur les réseaux sociaux, puisque, comme je vous disais, maintenant, il suffit d'ouvrir, vous avez le journal intime de tout le monde en ligne. J'ai une collègue, alors la dernière fois que je l'ai fait, ça a mal fini parce que j'ai été attaquée par les virus comme une andouille. J'ai une collègue, quand elle fait une conférence sur la question de l'exploitation des mineurs, elle tape sur Mime ou sur Bounty maintenant, parce que Coco a fermé, mais ils ont ouvert un Bounty. J'ai beaucoup d'imagination. Hein. Donc, vous créez un site, là je l'ai fait sur Bounty. J'ai créé un profil Lola 14, sous-entendu 14 ans. J'ai quand même mis 18 ans parce que sinon il me blackboule. Bon, j'ai quand même mis 18 ans. Je crois qu'on doit mettre sa région, je ne sais plus. Là, vous attendez une seconde, vous avez les messages qui tombent. C'est pas bonjour Lola, comment vas-tu? Certains, ils y vont direct, hein, mais vraiment très direct. Et le préfet de l'Hérault est passé auprès de notre équipe il y a quelques semaines maintenant. Il s'en est pas remis, le pauvre préfet. Il ne s'en est pas remis. C'est bien parce que du coup, on a une augmentation de nos budgets, mais il s'en est pas remis parce que la collègue lui a fait la démonstration directe. Il voilà ce que c'est la pédocriminalité aujourd'hui en ligne. Et quand cette collègue le fait devant 400 personnes, je peux vous dire que là, protection de l'enfance, police, justice, tout le monde est bouche bée en se disant bouf. Donc, je vous dis, faites attention parce que moi, comme une andouille, je l'avais fait sur un ordi qui n'était pas protégé. J'ai eu le cheval de Troie, des virus, des trucs et des machins. Ne me demandez pas comment ça s'est passé. Et après, il fallait que j'explique, heureusement, à mon informaticien qu'il sait que dans quel poste où je travaille. Donc, je pouvais lui expliquer que j'avais été sur des sites qui n'étaient pas formidables. Mais voilà, juste pour vous dire que les réseaux sociaux, ça va très, 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 très vite. Et sinon, comme je vous disais, l'acte sexuel consenti ou pas, filmé. Et de plus en plus, et comme ça ne demande aucun investissement de l'overboy, je viole à plusieurs, je filme et je menace de diffuser. Donc là, on est dans ce que j'appelle la guerre froide,
direct. Pas d'investissement amoureux, rien du tout, pas de cadeau. Et les gamines sont forcément tétanisées. Et la menace, c'est ça où tu acceptes. Des actes sexuels t'arrivent. Et t'inquiète pas, tu auras de l'argent, machin. Donc, on a des gamines quand même qui sont séquestrées dans des formulaires et autres. Voilà, donc ça c'est pour la dernière modalité qu'on voit se développer, qui nous fait extrêmement peur parce que on se dit que c'est de plus en plus violent. Et enfin, les proxénètes, comme je disais, on refuse, nous, le terme proxénétisme de cité parce que c'est bien plus large, mais c'est de proximité. Donc, c'est des tout petits groupes, 4-5 proxénètes et des tout petits groupes de personnes exploitées. 5-10 personnes exploitées maximum. Ce n'est pas les gros réseaux de traite internationaux. C'est vraiment des toutes petites cellules extrêmement mobiles. Voilà. Je voulais quand même vous dire à quoi ressemble le système prostitutionnel aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est extrêmement, comment je dirais, ubérisé. Ubérisé, c'est-à-dire que tous les stades de l'exploitation sont, comment on pourrait dire, numérisés. Numérisés au sens de comment je recrute les victimes. Je passe par Internet. On l'a vu. Comment ensuite je cherche le client par Internet. Le client, ensuite, la victime est amenée sur des lieux qui sont des appartements, location courte, Airbnb. Alors, Airbnb a passé une convention avec l'Office central de répression de la traite, donc ça fait responsable. Mais ce qui est bien apprécié aussi, c'est les hôtels sans accueil, type Formule 1. Pas d'accueil, personne, pas vu, pas pris. Les gamines sont enfermées. Et ensuite, encore du numérique, c'est-à-dire que le transport est organisé via, alors je ne vais pas donner de marque, parce que là, j'en fais vraiment trop de pub, mais les taxis, comment on dit, les VTC, Uber, je transporte la victime d'un point A à un point B, voire SNCF. Donc, vous regarderez une annonce, c'est vrai que j'aurais pu vous en montrer quand même. Sur l'annonce, vous avez tout. La description, le sexe, l'origine géographique, soi-disant plus ou moins exotique, hein, parce qu'il y a beaucoup de racisme là-dedans, avec des qualités soi-disant selon, soi-disant, les origines. Donc, je vous laisse imaginer. Vous avez les notes des clients qui notent comme s'ils notaient une course. Et ensuite, vous avez les mesures, les mensurations d'un peu partout. Et vous avez le sextour. Donc, Lola, elle est à Paris tel jour. Ensuite, elle est à, je ne sais où, à Lille. Après, elle est à Rennes. Après, elle est à Brest. Après, elle est à Toulouse. Et vous avez les dates. C'est vraiment alors, j'allais dire les Rolling Stones, c'est un peu has-been, mais enfin bref, c'est le concert d'Angèle, mais qui tourne en France. Voilà. Et donc là, vous avez les dates du sextour. Et tout ça est organisé pareil sur les plateformes de transport. Ensuite, le contrôle coercitif. Alors, évidemment, il y a des spécialistes là-dessus, mais tout l'agenda de la victime est géré en ligne. Parce que parfois, le numéro que nous, on a sur l'annonce, quand on leur écrit, c'est une plateforme derrière qui gère plusieurs victimes. Mais le planning de Lola est assuré, je sais avec qui elle est, à quelle heure, tous les clients qui passent. Et surtout, je peux mettre jusqu'à comment on appelle ça, des AirTags, des trackers sur elle ou dans son téléphone. De toute manière, elle n'a pas le choix. Hein. C'est même pas je le trouve et je le cache. Non, c'est que je n'ai pas le choix. Donc, une espèce de puce qui dit où je suis. Donc, je ne peux pas sortir. J'ai comme un bracelet électronique. Comment on dit bracelet, oui, c'est ça, électronique. Sauf que c'est plus discret. Et comme ça, les exploiteurs savent parfaitement où elle est. Et ensuite, le règlement. Eh bien, ça ne se fait plus en argent, comme dans les films. Ça se fait par virement, voire par crypto-monnaie. Alors, ce n'est pas encore à l'effigie de Elon Trump, parce que lui, ce sera dans 3 ans. Je crois que Trump ira sa tête. En tout cas, c'est de la crypto-monnaie. Donc, on voit à quel point tout est ubérisé, de A à Z. Tout est numérisé, comme toute marchandise, et que c'est froidement organisé, encore dans des petits réseaux. Inutile de vous parler
des conséquences de ces actes sexuels non désirés, répétés, avec des types qu'évidemment vous n'avez pas choisis, quand bien même vous les choisiriez. Que ce soit les conséquences physiques. Je vais de la plaque dentaire jusqu'à l'état de mon vagin. Que ce soit psychique, avec les psychotraumas. Des gamines à 14 ans qui ne sont plus capables d'une relation sexuelle avec un être humain dans une relation affective, qui ne sont plus capables de se voir en face. Nous, on a des gamines qui arrivent en pyjama, qui sont en régression complète. Et toute notre difficulté, c'est de lier la confiance suffisamment forte pour qu'elles puissent se livrer. Elles savent qu'elles peuvent en parler, qu'on n'a aucun jugement moral. J'ai oublié de le dire, mais ça le principe de l'amicale du lit. Aucun jugement moral sur les sexualités, mais ça n'est pas une sexualité, la passion. Et qu'elles peuvent tout dire. Et qu'on va jusqu'à lire avec elles l'annonce qu'elles ont produite par elles-mêmes, en leur disant, là, quand tu écris ça, tu vois les risques que tu prends, ils sont majorés. Parce qu'on sait que de toute manière, elles repartiront, l'annonce, elle sera toujours en ligne. Hein. Et puis, petit à petit, par WhatsApp, par des petits messages, même quand elles quittent Marseille et qu'elles partent à Lille, elles peuvent encore nous écrire. Les rendez-vous sont rarement dans nos murs, ils sont souvent dehors, parce que c'est plus facile pour elles. Donc, ça peut être dans un bar, ça peut être sur une plage, ça peut être dans l'espace public, pour qu'elles puissent se parler. Et petit à petit, elles viennent dans nos locaux. On a créé des espaces un peu cocooning, type l'appart, le fil, à plusieurs endroits. Donc, on a à peu près 10-11 missions mineures aujourd'hui. Et on soutient aussi les parents quand ils sont là, quand ils sont soucieux de ce qui se passe, quand ils comprennent à peu près ce qui se passe et quand ils comprennent à peu près qu'ils peuvent jouer quelque chose, qu'il y a des cartes à jouer encore. Mais les parents, certains, tombent de l'armoire, vraiment. Et je ne les jugerai pas. Voilà, je les jugerai pas. Donc, vous l'aurez compris, la question, elle est vraiment, on veut protéger qui? Ces gamines, ces gamins ou les adultes qui les exploitent? Je finirai lugubrement comme ça. Et voilà. Pour cet exposé tout à fait intéressant. Moi, j'ai appris d'autres choses, même si j'ai lu le rapport et tout ça. C'est la façon dont tu racontes dans la vraie vie, quoi. Et ce qui se passe dans la vie de ces petites filles est absolument terrifiant. J'ouvre les questions et je commence par une question, enfin deux questions plutôt. Une plutôt rapide, que je trouve très intéressante parce que tu as commencé en fait à travailler sur les mots. Donc, on a parlé ensemble, le travail du sexe, puisque ça mérite énormément d'entendre parler de travail du sexe par tous les médias. Sexe n'est pas un travail. La Belgique qui vient de reconnaître un travail du sexe est un proxénète. Donc, il y a tout un. Je trouve que c'est très intéressant que tu parles d'exploitation sexuelle sans arrêt. Tu nous as même fait part pour ton titre, tu voulais absolument que ce soit marqué exploitation sexuelle, parce que les mots ont un sens et que finalement, c'est ça qui fait édulcorer finalement ce que subissent ces petites filles par rapport aux acheteurs. Et je trouve ça particulièrement intéressant que tu aies bâti finalement tout ton exposé sur la dichotomie des enfants esclaves, hein, finalement, et des adultes prédateurs. Je ne sais pas si c'est une question trop vaste, mais moi, ce qui m'interroge depuis tellement d'années, c'est pourquoi est-ce que les médias, le gouvernement, je ne veux pas croire que c'est parce que ce sont des hommes, laissent de côté cette histoire-là. Et puis après, je te demanderai finalement quelles sont tes recommandations pour chacune d'entre nous pour essayer de militer finalement dans notre vie propre, hein, pour lutter contre ce fléau d'un esclavage sexuel, parce que finalement, c'est d'une exploitation et d'un esclavage sexuel. Alors, exploitation sexuelle, j'insiste, vraiment mineur et majeur. On a longtemps nous-mêmes dit
prostitution, mais je crois qu'on va changer de sémantique. Un jour, j'ai reçu une candidate pour un poste important quand même au sein de l'association. Et la personne me dit, votre association est formidable. Grâce à la loi de 2016, elle a fait évoluer les droits des travailleuses du sexe. Et là, je l'avais jamais vue, celle-là, et je me suis dit, ah, alors donc là, il va falloir réexpliquer. Donc je lui explique. Et elle me dit, mais vraiment, en toute honnêteté, je crois vraiment. En fait, elle voulait dire travailleuse du sexe parce que c'était moins stigmatisant que prostituée, pute, putain, enfin tout ce que vous voulez. Parce qu'après, les mots, c'est fleuri aussi. Donc en fait, c'était ça. Et je me demande si les journalistes, parfois, ne disent pas travailleuse du sexe pour faire, je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne sais pas quel effet, pour édulcorer le truc, et édulcorer la violence du système. Et surtout, nous faire croire qu'elles sont super émancipées, voire épanouies, parce que dans les clients, pour vous dire, j'ai fait quelques stages de sensibilisation de clients. Donc déjà, c'est des mecs qui n'ont pas de chance parce qu'il y en a moins de 2000 par an qui sont piqués. Vu le nombre, franchement. Donc, ils se font piquer et l'achat d'actes sexuels sollicité, c'est déjà l'achat, même si je n'ai pas consommé. Donc, je m'approche d'une camionnette, je demande le tarif, sollicitation, 1500 balles, ou le fameux stage. Non, parce que tout à l'heure au Sénat, oui, mais vous savez, nous sommes contraints financièrement. Je vous dis, écoutez, moi, je vous trouve des solutions. Vous m'arrêtez tous ceux qui achètent des actes sexuels. Je peux vous dire que j'en trouve de l'argent. Donc, tout ça pour dire que ces acheteurs, leur argument, c'était elles aiment ça. Et c'est vrai que dans le travail du sexe, il y a l'idée qu'elles aiment ça. J'aime le sexe, donc j'en fais mon métier, donc je me fais de l'argent. Voir l'empowerment des femmes, je prends le dessus sur les mecs en leur piquant leur argent. On l'a l'argument. Hein. Donc, après, tout est possible hein, dans le champ des pensées, mais dans la pratique, on a des femmes qui témoignent avec ce type de propos, des hommes, notamment du fameux syndicat de travail, je ne sais pas quoi, là, du STRAS, qui n'est pas un syndicat, évidemment, parce que je rappelle que j'ai la liberté d'être en situation de prostitution en France. Je ne suis pas pénalisée en tant que prostituée. Je peux me déclarer aux impôts comme travail libéral, comme, alors je mets pute, prostituée, péripatéticienne, enfin ce que je veux comme métier. Et surtout, je peux payer mes impôts, je peux payer mon assurance maladie, mon assurance vieillesse. Donc quand on nous chante qu'il n'y a aucun droit, c'est absolument faux. Je peux cotiser comme tout travailleur libéral. Donc oui, voilà, il faut qu'on arrête avec cette petite musique. Sauf que il y a peut-être quelques personnes qui vont choisir, je ne sais pas ce que ça veut dire choisir dans ce bas monde, mais en tout cas, voilà, imaginons, je suis sadomaso, j'aime me faire battre, j'aime battre. C'est pas pour autant que je n'ai pas lutté contre les violences faites aux femmes, ou les violences masculines. Enfin, vous voyez, donc je respecte les sadomasos, mais mon combat, moi, se situe sur la lutte contre les violences. Mais je respecte les sadomasos. Si c'est bien contractualisé, je peux comment ils trafiquent ça, moi, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, on est vraiment dans la sémantique. Donc, oui, on trouvera peut-être des personnes qui choisissent ça comme d'autres choisissent d'être sadomaso. Mais la majorité, je peux vous dire, la totalité des victimes qu'on reçoit, qu'elles soient mineures ou majeures, elles ne sont pas dit, tiens, je vais choisir un BTS à la prostitution. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo de Oser le féminisme, qui a fait une vidéo sensationnelle qui s'appelle Un métier ou prostitution, un métier ou prostitution, un choix. Je ne sais plus le titre. C'est sur YouTube et... C'est gratos, c'est sur YouTube, c'est génial. Donc, il y a une gamine, et ça n'a pas vieilli, hein, parce que ça a quelques années, ça n'a pas vieilli, qui, avec sa conseillère d'orientation, elle doit être au lycée, papa, maman, français moyen, et la gamine qui a quelques petites difficultés scolaires. Et cette fameuse conseillère qui lui dit, mais faites donc le BTS, je ne sais pas quoi, prostitution, je crois qu'il s'appelle comme ça.
Et puis après, on peut même faire un bac+3 avec spécialisation, éjaculation faciale, enfin des trucs. Puis elle sort ça d'un air totalement tranquille. Et donc les parents se figent. Le père prend un air un peu lubrique à un moment. Et la fille s'énerve au milieu, s'énerve totalement, mais quand même, vous avez pas, je vais pas faire ça, machin. Et les parents sont tellement contents de trouver un débouché professionnel pour leur fille, qui a priori est une merde, donc bonjour à la considération aussi des parents pour leur fille, que finalement ce BTS c'est peut-être son avenir. Donc la vidéo est formidable. Je l'ai passée dans des stages auprès d'acheteurs. Il y a un type là de 70-80 balais, cadre sup, mais il a failli m'agresser. Il m'a dit que c'était déconnant d'avoir de l'humour sur un sujet pareil. Je dis, bah, effectivement, monsieur, c'est vraiment déconnant d'avoir Sauf que c'est vous qui êtes là en stage parce que justement, vous avez acheté un acte sexuel, c'est pas moi. Et puis maintenant, vous allez m'expliquer d'ailleurs ce que c'est qu'une passe, parce que moi, j'en ai jamais acheté, je ne sais pas ce que c'est. Alors là, il était un peu coincé. Mais juste dire que vraiment, la sémantique est importante. Et c'est vrai que des journaux que je ne citerai pas, mais que je cite, comme Libération, et je ne vous cache pas que ça me fait mal au cœur parce que je suis une femme de gauche et progressiste, utilisent régulièrement le travail du sexe. Et sont capables. Alors, France Culture, Les Pieds sur Terre, je crois que Sonia Cronou, je vais la faire un jour, parce que j'adore cette émission. Donc, Les Pieds sur Terre, ça doit être vers 16h. Enfin bon, moi, je l'écoute en podcast, 16h30. Et vous avez des vies, Madame Michune, Monsieur Machin, enfin, c'est génial. Et bien, à chaque fois, on a une bonne petite travailleuse du sexe. Là, on avait le Covid. Comment vous avez vécu le Covid? Sur les 10 témoignages, elle nous trouve travailleuse du sexe de 20 ans. Hein, elle n'a pas trouvé 16 ans quand même, mais 20 ans. Et tranquille. Donc, j'en ai parlé à un journaliste de France Q l'autre jour qui m'a interviewé pour autre chose. Je lui dis là, il me dit, mais écrivez-lui parce qu'effectivement, c'est récurrent chez elle. On l'écrit souvent. Hein. Ah ouais, voilà, parce que. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup d'estime pour ses documentaires, mais enfin, c'est pas les siens, mais son émission. Mais voilà, donc il y a cette espèce de culture qui rigue les cerveaux, qui rigue les cerveaux. C'est ça le problème. Avec le cerveau, il n'y a pas beaucoup de temps disponible et du coup, ce mot est très, très prégnant. Et j'ai un copain qui est professeur de médecine et il me dit, mais Delphine, tu te rends pas compte, tous les articles en anglais, c'est sex workers. Oui. Donc en gros, tu es complètement has-been avec ton association, machin. Je dis, mais non, tu te rends compte, ça a du sens, les mots. Il me dit tous les articles de la recherche sur la santé des personnes, sex workers, pour reprendre ces termes, ça se nomme comme ça. Il me dit si j'écris un article et que je dis machin, personne exploitée par le système prostitutionnel, il me dit mon papier il passe nulle part. Donc on en est là aussi. Et la Direction générale de la santé, devant la ministre Elisabeth Rome, qui faisait un bilan sur la loi de 2016, a eu le culot de dire. Bon, je ne donnerai pas son nom, mais elle a eu le culot de dire, elle avait un très haut poste à la Direction générale de la santé, que la loi de 2016 avait dégradé la santé des personnes en situation de prostitution. Ah oui, médecin du monde. Et elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase que nous, on allait dégainer avec le mouvement d'Uni, on n'a pas eu le temps. Et Rome lui est tombé dessus en disant ah, non, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites. Mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement puissants aussi dans le lobby. Et Médecins du Monde qui fait un super boulot en termes de santé des personnes en situation de précarité, je ne comprends pas leur point de vue là-dessus. Je ne comprends pas. Alors qu'ils sont sur une très très bonne analyse de la précarité, de l'exploitation. Et là-dessus, c'est encore un angle mort, un impensé. Ouais. Et pareil pour Aide, je ne comprends pas. Je comprends pas. Et les dialogues sont extrêmement difficiles avec eux. Là, par exemple, il y a les 50 ans de l'église de Saint-Nizier. Vous vous rappelez l'occupation à Lyon. Les 50 ans, c'est le 2 juin. Et nous, on organise un truc avec le mouvement d'Uni à Lyon. Et là, je ne vous dis pas, le Stras et consorts, ils organisent un truc. On va voir. Hein. Vous verrez les médias, vous écouterez France Q, France Inter, machin. Ça va être à tous les coups les travailleuses du sexe qui vont être retenues. Et là, j'ai une journaliste qui m'écrivait pourriez-vous nous trouver une témoin de Saint-Nizier, travailleuse du sexe en 75, qui était sur place à l'époque? J'ai failli lui dire, mais vous savez, à l'époque, personne ne les nommait comme ça. Il n'y a bien que vous pour les nommer comme ça aujourd'hui. Mais voilà, donc Saint-Nizier, ça va être encore un exemple du traitement médiatique de la question. Et pour finir, je salue aussi le fait que tu parles de violence masculine,
parce que ça fait des années qu'on essaye d'évacuer les violences faites aux femmes pour les violences masculines, parce que tout le monde le sait ici, c'est not all men, mais ce sont quand même que des hommes. Exactement. La parole est à la salle. Evelyne, tu veux bien? Je peux te... Merci, Josiane. Oui, merci beaucoup. Bon, c'était vraiment très, très intéressant et très bouleversant, je trouve. Mais j'aurais deux questions. Est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes filles qui sont draguées là-dedans en France? Et d'autre part, j'avais entendu une émission il y a quelques jours là-dessus, sur ce rapport, et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai entendu quelqu'un de l'aide sociale à l'enfance, enfin, qui disait on ne peut pas, il y a des jeunes filles qui sont chez nous, on ne peut pas les empêcher de sortir le soir, on les voit qui partent maquillées, etc. Et j'ai une fille qui a été responsable d'un foyer d'accueil de l'aide sociale une année, et je lui ai dit, mais je vais pas poser la question, mais je comprends pas pourquoi on ne peut pas les empêcher de rentrer dans ces réseaux si elles sont logées et hébergées. Voilà, donc ça fait deux questions. Le problème, il est là. La protection de l'enfance en France ne protège pas nos enfants. Et ce sont les plus vulnérables. Ce sont les archis les plus vulnérables. Donc, si on ne donne pas les moyens à la protection de l'enfance de faire son boulot avec des mesures qui sont mises en œuvre immédiatement, pas des mois après, on ne ramène pas des gamins dans des foyers parentaux complètement délétères, où on ne prend pas soin d'eux dans les établissements. Nous, on prône avec quelques associations des créations d'unités, toutes petites unités de vie, pour les gamins victimes du système prostitutionnel, pour que vraiment on puisse en parler, travailler sur cette question, qui soit un sas au milieu de la protection de l'enfance, pour pouvoir en parler. Parce que le problème aussi des professionnels de protection de l'enfance, c'est que malheureusement, ils n'ont pas la formation suffisante pour, repérer. Quand ils repèrent, ils ne savent pas en parler et ils ne savent pas quoi faire. Donc, le cercle est vicieux. Alors que il y a un besoin de lien de confiance. Mais ces gamins ont des semelles devant. C'est extrêmement mobile. Et effectivement, ils le constatent tous les jours. Les gamins sortent, rentrent, et elles ne vont pas au camping. Et le chiffre, alors, peut-être si on peut... On parle, les derniers chiffres, 10 à 15 000. Les gamins qu'on accompagne, nous, c'est 39% de moins de 15 ans. Âge moyen, 15,54 ans, je suis très précise. 94% de filles, 4% de garçons et 2 free gender. 56% placés à l'aide sociale enfance, en établissement, et 15% en assistance éducative. Donc déjà, 68% déscolarisés. On est sur des mineurs. 22% vont encore quand même en cours et 100% ont subi des violences. Et surtout, j'aime pas faire du sensibilisme, je ne supporte pas ça. Il n'y a aucune politique publique qui peut se faire là-dessus, mais l'âge moyen de la première passe, il ne faut pas dire viol, 13,87 ans, cette année. Donc moins de 14 ans pour la première passe. Et on avait un gamin, c'était même 6 ans parce que exploitation sexuelle par la famille. Donc c'est pour vous dire la sinistrose des données. Donc ça, c'est les données de votre association. Tu fais C'est passer. les données concernant Tout à les fait. personnes que vous accueillez. Oui. Est-ce qu'on a une idée de... D'accord. Est-ce qu'il y a des données nationales? Oui, ce que je disais tout à l'heure, le rapport, comment il avait appelé comment il avait appelé ça, la pro... Attendez. Mais le problème, c'est qu'il a de 22. Et honnêtement, les données vont à une vitesse vertigineuse, là. Donc, je ne sais pas si on mesure mieux ou si on voit plus clair ou si le phénomène explose, mais c'est le rapport Pro-Mi-France de Mélanie Dupont, Hélène Pohu et Charlotte Gorgia. Mais il date déjà de janvier 2022. Et qui a été commandé par... À l'époque, suite au plan Taquet du fameux, Aurélien Taquet. du fameux secrétaire d'État à l'enfance. Mais sorti en janvier 22, donc mené en 21, et
autant dire que les phénomènes, la fameuse ubérisation, Locrette en parle depuis 1 an ou 2 ans. Tout est très récent. Tout est très récent. Tout bouge à une très, très, très grande vitesse. En fait, c'est des réseaux qui ont une très, très grande agilité et qui sont connectés aussi avec le narcotrafic. Et on sait qu'il y a des glissements parce que le narcotrafic, vous avez vu que maintenant on ne dit plus trafic de stupéfiants, mais narcotrafic, bientôt on va vivre au Mexique. La probabilité de se faire pincer dans le trafic de stupes quand même devient un peu grande. Mais au lieu de se poser la question de pourquoi les gens se droguent, on se demande pourquoi on en vend. Mais en tout cas, les personnes diversifient leur marché par la prostitution, voire déplacent leur business vers la prostitution. Puisque je vais le dire froidement, pas d'investissement. Marchandises illimitées, gratuites, à disposition, sur le sol français. Il n'y a plus besoin d'aller chercher au Nigeria, en Asie, sur le sol français. Je n'ai pas la drogue à acheter au départ pour la revendre et me faire une marge. Là, c'est... Et en plus, j'utilise les victimes pour recruter d'autres victimes. Donc, on est en réseau. C'est un modèle économique. Enfin, moi qui suis économiste de formation, j'avoue que c'est froidement terrifiant. Terrifiant. Et comme on est dans une forme d'invisibilisation par Internet, qui a pu, cette prostitution de rue, que certains trouvaient ça exotique, hein, la rue Saint-Denis, certains y passaient juste pour rigoler. Hein. Bois de Boulogne aussi, quand même, il y avait des gens qui y allaient pour rigoler. Moi, j'y étais au Bois de Boulogne dimanche, c'était pas drôle. Et si vous y allez de nuit, c'est plus drôle du tout. Mais là, tout est invisibilisé, tout est tranquille, en appart, Internet. Si vous n'allez pas voir les petites annonces, les trucs en ligne, vous vous rendez compte de rien, en fait. Justement, pour lutter, enfin, essayer de lutter contre ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour lire tous ces réseaux, essayer de suivre ces annonces? Comment on peut s'attaquer d'une façon, ce que vous faites, c'est formidable, hein, c'est pas, mais comment on peut passer à la vitesse supérieure en quelque sorte et que, c'est horrible ce que je veux dire, mais que quantitativement, on puisse lutter contre ça. Oui, parce que là, il faut du quantitatif. C'est formidable d'avoir des actions comme vous faites, mais non, c'est un tel niveau que c'est assez effrayant, quoi. Ah oui, non, mais là... Les gens qui sont formés pour aller voir sur Internet comment ça se passe, etc. Nous, on a de très bonne relation avec l'OCRET, hein, l'Office central de répression de la traite. Les Naïg, le bail qui dirige, l'OCRET est vraiment une femme formidable. Et en plus, les effectifs ont été doublés. Il faut dire que ce n'était pas grand-chose, donc c'est facile de doubler quand on est très bas. Mais on leur a dit, vous avez 35-40 000 annonces en ligne, vous le savez, c'est vous qui le dites. Pourquoi vous n'arrêtez pas? En plus, simple fait de solliciter, c'est de l'achat d'actes sexuels. Il y a un fric monstre à se faire juste avec les acheteurs. Et ensuite, démanteler les réseaux. Eh bien, qu'est-ce qu'on répond? Alors, on sent qu'ils sont en train de réfléchir quand même. Il faut qu'on ait des lieux d'observation. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste en ligne pour qu'ils puissent continuer à observer les phénomènes. Et voir, par exemple, que là, les derniers flux d'exploitation par la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle se font via l'Amérique latine. C'est fini. Tout ce qui était Afrique subsaharienne s'épuise et maintenant c'est Amérique latine. Donc nous, on essaie maintenant d'aller vers ces victimes parce que tout est très communautarisé malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, parce que c'est aussi un mode de survie pour ces personnes. Mais voilà. Et pas que des personnes transidentitaires, hein, vraiment femmes comprises. Et donc voilà ce que nous dit l'OCRET. On l'utilise comme lieu d'observation. On leur dit que ça fait un peu une grosse surface d'observation quand même. Alors Coco, ou notre cher ami, comment il s'appelle l'autre Je dirais Louis, mais non, l'autre, là, Pellico. notre Pellico, là, notre Dominique Pellico faisait ses petites annonces pour trouver des copains de son style, a été fermé, mais administrativement, parce qu'ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait aussi
Il y avait tout, il y avait pornographie, exploitation sexuelle, enfin, il y avait tout ce qu'on voulait. Il a été fermé, mais ils ouvrent au bout de 10 juste derrière. Donc, en fait, enfin, excuse-moi de te le dire comme ça, parce que je sais que tu tiens, mais c'est comme les salons de massage. À Paris, si vous voulez vous faire masser en tant que femme, on va dire femme, ouais, non, je ne sais même pas s'il y a des salons pour les femmes lesbiennes. Non. Non, c'est que pour les hommes hétéros. Donc, oui, parce que alors, les garçons, ils ont, On fait au pas moins, les- ils ont les On rentre saunas. et puis on dit, on Donc, fait pas pour les les hommes. hommes On fait pas hétéros, les femmes. ils sont obligés d'écrire ceci n'est pas un lieu de prostitution ou pas de prostitution ici. Ils sont obligés de mettre ça sur leur vitrine. 425 salons de massage. Pignon sur rue à Paris. Pardon? Ah bah moi j'en ai trouvé un dans mon quartier. Oui. Voilà, parce que moi dans mon quartier, dans le 10e, enfin dans le côté 3e, ils ont mis le panneau ici, pas de prostitution. Tellement il faut le préciser. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai fait ma souris et je suis allée dans un salon où je savais qu'il y avait de la prostitution pour voir comment j'allais être accueillie, massée, enfin, qu'est-ce qui allait m'arriver et comment ils allaient m'accueillir en tant que femme. Et tout s'est bien passé, j'ai été massée, rien. J'ai essayé d'espionner ce qui se passait, mais ne pas trop voir quand même. Hein. Mais voilà, donc tout est pignon sur rue. Les saunas gays, c'est pas juste pour des bains de vapeur. Hein. La majorité, c'est aussi de la prostitution. Donc entre les salons de massage pour les hommes hétéros, les saunas gays, enfin les saunas pour les gays, et plus Internet, enfin je veux dire, l'offre est pléthorique. Donc, ils n'ont qu'à se pencher s'ils veulent tirer un peu les ficelles. Donc, la ministre nous a annoncé une circulaire co-signée avec l'intérieur, on attend toujours, parce que ça fait plusieurs mois qu'on nous le dit, pour fermer les salons de massage. Mais on attend. Voilà. Donc, oui, c'est sidérant qu'avec les adresses IP, on ne retrouve pas toutes ces personnes. C'est sidérant. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est encore une fois cibler les acheteurs, quoi. En fait, plus on ciblera les acheteurs et plus là, on sait très bien que ça sera compliqué à abolir complètement, mais si on se mettait à cibler les acheteurs, ce qu'on n'a jamais fait réellement jusqu'à présent, peut-être que ça ferait effet. Envoyer des lettres à leur adresse avec ah bah ils veulent pas ça, ils famille, ont peur, hein. pour que leurs femmes ouvrent ou des choses comme ça. Ils ont peur. Ah bah oui, ça, ils ont peur. Mais je pense que c'est réellement ça qui est le plus important. Et c'est ce qu'on a comme problème avec les salons de massage, c'est qu'on ne peut pas les choper en pleine action, quoi. 2023, 1160 verbalisations pour achat d'actes sexuels. Que verbalisé, hein. Après, il y a les stages, des machins. Et ensuite, pour mineurs, poursuite, hein, 230. Et condamnés, il y en a encore moins. Et des salons, je ne sais plus, c'est 20-30 lieux de prostitution. Des salons fermés. à Paris? Ce n'est pas des salons, c'est des lieux. Ils appellent ça des lieux. Ils ferment et puis ils rouvrent. En fait, il y en a plus. Aujourd'hui, il y en a plus à Paris que quand on a commencé avec. En fait, on parle de Zéro Macho, hein, l'association d'hommes engagés contre la prostitution, et je fais partie du bureau, donc c'est pour ça que je connais bien l'histoire. Et aujourd'hui, il y en a 426 à Paris, et quand on a commencé il y a 4-5 ans, il y en avait à peine 400, quoi. Enfin, de toute façon, quand il y en a un qui ferme, il y en a deux qui ouvrent. Et c'est la mafia chinoise, et c'est jamais les mêmes filles dans les mêmes salons, c'est très compliqué. Puis avec les Chinoises, c'est encore plus compliqué parce que ce sont des filles sans papier, donc ils sont terrifiés. Comme il n'y a pas en plus d'accord d'extradition entre la Chine et la France, voilà, on ne peut pas les extrader. Donc, c'est un truc très particulier, les salons de massage. Mais c'est vrai que c'est un aspect de la prostitution, et on avait essayé de réagir avec l'Amicale du Nid et le mouvement au moment des JO, parce on sait qu'au moment des grandes compétitions sportives, la prostitution est de plus en plus ouverte, et celle-ci, elle est, ce qui peut poser problème, c'est qu'elle est au vu et au su de tout le monde, quoi. Ça a pignon sur rue, ce qui est effectivement pas le cas des Airbnb et de tout ce qui est sur Internet. Mais les Airbnb, enfin, je sais pas, moi, je connais des gens qui habitent dans des immeubles dont l'appartement d'en face est un Airbnb et sert de lieu de prostitution. Donc, voilà, mais après, ils changent, hein, parce que bien sûr, les gens signalent et ils changent.
Et Airbnb est très gentil puisqu'il a passé une convention et donc il exclut l'offre de logement. Et Oui, ça marche. oui, 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 on t'entend. Je voudrais vous remercier, Delphine, pour cet exposé qui est une synthèse formidable et ce qu'on raconte finalement. Enfin, moi, je peux comprendre plein de choses. Donc, je vous remercie. Et moi, je voudrais vous poser une question par rapport à quelque chose. D'abord, en violence masculine, pourquoi pas patriarcale? Oui, oui, oui. Parce que comme On ça, accepte les deux. Parce que moi, je voudrais poser une question par rapport aux garçons, justement. Que ça sorte dans les statistiques ou que ça traîne dans la rue, accoudé dans un bistrot. Là, vous avez cité, Delphine, une enquête sur les 18-24 ans, et qui ont dit, ce qui traînent partout, qui sont, je suis biologiste, hein, donc c'est faux, mais je voudrais savoir pourquoi l'éducation nationale, entre autres, il n'est pas prévu quelque chose, d'abord des recherches. Est-ce qu'il y a des recherches sur pourquoi ils continuent de dire que leur désir sexuel est irrépressible? C'est incroyable. Pas d'éducation. Que manger le chocolat, c'était répressible. Non, mais ça, c'est. Non, Ah oui, mais je suis d'accord. ça, c'est quelque chose qui traîne, et pas que chez 18-24 ans. Non, non. Que quand, Les besoins. quand une femme dit non, c'est oui, ça c'est. Non. Les femmes être insultées, etc. Donc, je voudrais savoir, sur cette histoire de ce désir irrépressible masculin, cette fois-ci, est-ce qu'il y a des recherches pour arriver à ce qu'on leur mette devant nous, c'est pas vrai, des travaux de recherche, et que ça soit diffusé, je sais pas moi, ça peut être diffusé dans les écoles, que le désir masculin n'est pas plus irrépressible. Enfin, que ça soit, quand ils disent après, qu'ils sachent qu'ils sont en train de dire un mensonge, ils le savent. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça m'énerve grandement, mais alors c'est partout qu'on entend ça. Le Peut-être au courant, mais non, peut-être- alors peut-être déjà, que vous êtes- non, je n'ai pas au courant de recherche qui pourrait prouver assez facilement, je pense qu'il n'y a rien d'irrépressible en termes de pulsion sexuelle. Non, mais c'est faux. Oui, voilà, mais je ne sais pas s'il y a des recherches concrètement. Savoir s'il y a des recherches qui sont faites et sinon suggérer à nos gouvernants peut-être qu'ils peuvent payer quelques chercheurs pour le faire. Non. Mais en même temps, on sait que la Terre est ronde et puis il y en a pour penser qu'elle est plate. Donc, on est dans un monde où la place des sciences est tellement piétinée que alors c'est peut-être parce que je vis, mais je commence à être un peu désabusée. C'est que même quand c'est prouvé scientifiquement, des fake news, comment on dit, des contre-arguments complètement fallacieux prennent autant de place dans la réflexion des êtres humains. Tout se vaut. On est dans un monde où tout se vaut. Enfin, je suis scientifique. Hein. Oui. Donc non, c'est pas tout pas. Je comprends, et c'est vrai ce que vous dites, mais je veux dire, quand on a une vérité quand même scientifique, Voilà, on peut se battre complètement. avec, hein, parce que quand même, on est encore en France et on y arrive. Tout à fait, mais je connais pas ce type de recherche. Je vois, ça Non, existe. je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il y ait des recherches. C'est un argument pour beaucoup de choses. On parle plutôt de besoins plus que de pulsions. Et on a l'habitude de dire que les besoins vitaux, c'est manger, boire, déféquer, voilà, et que c'est en aucun cas avoir du plaisir sexuel. C'est complètement dingue, ça. Oui, oui. De dire que ça soit encore dit. Oui, oui, ça, j'ai un désir. Alors, pourquoi? Je voulais, oui, ben, c'est effectivement, ça fait partie du problème. Je voulais répondre à ta première question, c'est en fait, ce devrait être appris dans cette fameuse éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui était en fait, enfin, pour les qui a été relancée par la ministre. Que nous sommes, c'était les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire juste apprendre l'égalité et le respect entre les personnes, hein, entre les garçons et les filles notamment, et que ça, il y a 15% c'est obligatoire depuis combien de temps? Ça fait au moins 10 ans.
C'était sous Najat Oui. Vallaud-Belkacem, donc Enfin, ça a été- ça fait 20 ans presque. Ouais, bon, enfin, ça fait 20 ans qu'on en Donc ça parle. fait Je crois que 15% de c'est gamins qui en obligatoire. bénéficient. Et il n'y a que 15% des Et la des ministre nous enfants. l'annonce comme étant une grande nouveauté. Parce qu'il n'y a que ça, Vous en m'avez fait. assommé en disant que les 18-24 ans d'aujourd'hui Oui. continuent de lire. Oui, mais parce qu'il n'y a que Ils ont 15%. été à l'école Il y a- il n'y a pas si longtemps. Mais il n'y a que 15% des élèves qui sont touchés par ça. Cette fameuse éducation à la vie affective et sexuelle n'existe pas, en fait. Oui, mais c'est dans le programme. Non, mais moi je suis d'accord qu'il faut des recherches. Oui. Et comme je le disais, il y a 3 foyers de connaissances pour un gamin. Il y a les parents. Bon, les parents, c'est des vieux. Enfin, pas aussi vieux que moi, mais des vieux quand même. L'école et Internet. Et Internet. Et quand je dis l'école, c'est là que devrait jouer son rôle, notamment les VARS, qui ne jouent pas son rôle et qui est compensé par quoi? Le porno. Il y a plus de gamins qui ont accès au porno que de gamins qui ont accès aux VARS. Donc, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Sans compter qu'ils sont biberonnés à Internet qui dit des choses au-delà du porno, des choses un peu curieuses. Et on arrive à un cocktail. Madame, attends, madame. Pourquoi 15% seulement d'élèves bénéficier d'une éducation Parce que, en fait, les écoles n'ouvrent pas, le gouvernement n'impose pas, le ministère de l'Éducation non plus. Et je précise une chose, c'est qu'il n'y a maintenant une obligation dans tous les lycées d'avoir une référente ou un référent à l'égalité entre les filles et les garçons, femmes, hommes. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr que ça existe partout? Non? C'est une obligation. Mais oui, mais c'est aussi une obligation, les VARS. Et ça ne se. C'est une obligation, c'est pas mis en œuvre. C'est juste pas mis en œuvre. Par manque de moyens. Comme ça. Et en plus, les parents qui résistent. Oui. Donc là, la ministre qui annonçait à grand pompe le nouveau programme EVARS qu'on a mis des siècles à sortir, parce qu'il fallait déjà qu'on se mette d'accord entre Assos jusqu'au Dalet, c'est qu'il ne faut pas le dire aux parents. Demain, il y a la séance EVARS, parce qu'il y a les résistants qui ont peur que leur enfant devienne, je ne sais pas quoi, homosexuel, trans, violeur, ou je ne sais pas ce qu'ils peuvent devenir, d'un coup, un gremlins, des gremlins, qu'on leur apprenne la masturbation, qu'on leur apprenne je ne sais quoi. Donc les parents, certes, retiraient leurs enfants quand ils apprenaient qu'il y avait une séance. Enfin, rappelez-vous de la BCD, Najat Vallaud-Belkacem, quand ça a été représenté à l'Assemblée en grande pompe, était là pour rappeler l'histoire et se dire à quel point ça avait été galère à l'époque. Là, c'est passé plus discrètement, je trouve. Oui. Tellement d'écho. Il y a aussi l'enseignement. Attendez, excusez-moi, madame, vous voulez. Mais c'est en Madame, vous fait, voulez les poser une VARS doivent être question? assurés par le corps enseignant, normalement. Oui, c'est ça. Madame. Pour vous donner un petit témoignage en tant qu'enseignante Et après, chez le collège. Après, Véro. Pour le coup, j'ai été attaquée sauvagement parce que j'avais osé parler de sexisme à mes élèves par rapport à un documentaire, mais de façon très tranquille, et qu'ils analysent le fait en deuxième question, c'était pas noté, c'était à faire à la maison, que peut-être les producteurs, diffuseurs ne s'en étaient pas rendus compte. Donc, juste faire attention, et ça n'avait pas du tout plu à certains parents. Et j'ai été convoquée et j'ai eu un rapport. Donc, c'est sûr que ça rend assez difficile ensuite les interventions, surtout quand on n'est pas soutenu après par sa hiérarchie, qui n'a pas envie d'emmerdement excessif avec les parents. Oui, c'est très compliqué, les attaques sont très très violentes. Et alors, sinon, moi, je voulais vous remercier et vous dire ma profonde admiration. Je sais pas comment vous faites pour trouver toute cette énergie. Est-ce qu'il y a un pays européen dont on peut s'inspirer par rapport à la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs? En France? J'allais répondre la France, on est pas mal. On est un des moins pires ouais. d'Europe. Alors en volume? Non, sur la qualité de la lutte contre. Là, on est pas mal, on est pas mal du tout. Franchement, Adrien Taquet, même si son plan, c'était un dossier de presse, c'était vraiment une première belle marche. Les 14 millions, on ne sait pas tous où ils sont allés, mais il y avait de l'argent sur la table. Ça a été distribué d'une façon plus ou moins opaque, mais ça a été distribué. Ça a été vraiment la première marche. Et Champrenault, qui était une super magistrate, qui a vraiment une volonté politique. Donc, il me semble que maintenant, c'est rentré dans les politiques publiques. Le risque maintenant, c'est que les mineurs faisant pleurer dans les chaumières, plus que les majeurs, et surtout des majeurs sans papier, surtout aujourd'hui, on en oublie tout le reste de l'exploitation sexuelle sur les majeurs.
Et autant vous dire qu'en ce moment, c'est ultra tendu par rapport aux adultes étrangères sans titre de séjour. Et là, j'étais à une audition au Sénat pour essayer de réexpliquer le sens de la loi de 2016 à deux pauvres sénateurs qui avaient l'air très gentils et très compréhensibles, 6 fois plus. C'était pas les pires, je pense. Mais voilà. Donc c'est bien hein, qu'on regarde la question mineure, mais c'est une continuité. Vraiment, c'est un continuum qu'il faut prendre en compte. D'accord. Et après, je passe au micro. Je voulais juste savoir si j'avais bien compris. Donc, c'est extrêmement récent qu'il y ait des rapports et des plans d'action publique pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. En fait, il y avait la loi Badinter quand même, qui interdisait l'achat d'actes sexuels auprès d'enfants. Je veux dire, c'est quand même un peu le minimum vital. Mais après, c'est vrai que le plan Taquet, ouais, non, c'est super récent, 21 et 22 pour les financements, et c'est vrai qu'on est quand 25. Mais après, tout le monde s'affole, là. Hein. Tout le monde s'affole à l'éducation nationale, protection de l'enfance. Je veux dire, là, toute la communauté de professionnels, d'adultes qui bossent avec les mineurs commence vraiment à s'affoler. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Ils commencent à se rendre compte qu'il y a un problème majeur. Mais on focalise sur les gamins. On ne focalise pas sur celui qui achète. Ceux qui achètent. Ben oui, c'est toujours la même chose. Mais, attends, Josiane et après Véronique, qui vient de se faire souffler 2 fois le tu m'entends? Oui, très bien. Alors, je te sais interrogative sur cette question du consentement, plutôt du non-consentement qu'on a introduit dans la loi. On est en train de le faire en France, hein, puisque l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi pour introduire cette notion de non-consentement dans la définition pénale du viol. Et donc, ton point de vue là-dessus, et notamment par rapport aux personnes que tu rencontres, mineurs ou majeurs, qu'est-ce que cette loi t'inspire? Et ce changement de vision? Nous, ce qu'on craint, c'est que, bon, déjà, alors là, c'est perso, je n'engage que moi-même. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, je consens dans une relation dite d'agence en économie, c'est-à-dire d'inégalité de pouvoir. Je ne consens pas à manger du chocolat, j'ai envie de manger du chocolat, ou voilà. On risque d'avoir le dérapage prostitution consentie, prostitution non consentie. Et là, on va nous refaire la femme émancipée qui se prostitue, et gna, 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 pour bien écraser toutes celles qui, évidemment, ne vont pas passer à la télévision parce qu'elles ne maîtrisent pas le français, parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour, parce qu'elles sont sous emprise gravissime, avec des violences gravissimes, des risques majeurs pour leur vie et celle de leurs proches, parfois au pays. C'est sûr que ce n'est pas elle qu'on va voir blonde dans son petit appartement à Paris, tranquille et détendue. Regardez le profil qu'on voit à la télévision. Enfin, la télé, je ne sais pas, mais voilà, en écran. Regardez le profil. Ou alors, le président, Chauffeur, je ne sais pas comment il s'appelle, du Stras. Bon, ça va, il n'a pas l'air de. Enfin, il a l'air d'avoir son petit. Il est en situation régulière comme moi. Il a l'air d'avoir un toit sur la tête comme moi. Je pense qu'il a fait des études. Enfin, ça va pour lui. C'est facile de s'exprimer au nom des autres et de dire que c'est un choix, là. Donc, c'est vrai qu'on craint vraiment que ce glissement-là, cette obsession du consentement, amène à dire que les pires choses pourraient être consenties, alors qu'on sait que c'est dans les pires vulnérabilités qu'on consent pire truc. Et que des personnes en France sont exploitées par le travail, sont exploitées pour la mendicité, sont exploitées pour faire commettre des délits, des gamins de 10 ans, les gamins là qui nous piquent les sacs à main dans le métro, ils sont exploités, et non, ils ne consentent pas. La femme qui va m'agresser ou qui va mendier
au pied de ma boulangerie, elle ne consent pas. Enfin, voilà, moi, c'est les plus vulnérables qu'on ne protège pas quand on parle du consentement. Je rajouterais que c'est encore une fois, comme je le disais sur les violences faites aux femmes et pas masculines ou La femme. patriarcales, c'est Ah, la encore une victime. fois la victime qui est ciblée et pas l'agresseur. Et ça, franchement, ça commence à devenir insupportable. Parce qu'il y a des tas de féministes qui ont eu des propos formidables sur le consentement et auxquels vraiment on peut adhérer, sauf que c'est encore une fois les victimes. Et là maintenant, il faudrait que les féministes arrêtent de penser, de mettre toujours la focalisation sur les victimes, parce que c'est bien plus simple pour les gouvernements, enfin pour les hommes et les femmes politiques, de parler de mettre le focus là-dessus, plutôt, encore une fois, que sur les hommes agresseurs. Et je le répéterai jamais assez, c'est not all men, mais ce sont tous des hommes. Et quand on répète ça à des hommes alliés ou à des femmes, elles finissent par comprendre. C'est vrai que ça n'est pas une guerre des sexes, il n'y en a pas, c'est pas 100% des hommes, mais tous les agresseurs sont des hommes. Ils se sentent légitimes, c'est ça. Oui, ah ben, Si si on continue à parler de consentement, ils se sentent légitimes de le faire. Véro, vas-y. C'est parce que je voulais témoigner de mon expérience de Cherbourg, enfin de la Manche. Attends, Véronique, parce que ça fait 3 fois que je lâche. Par rapport à l'intervention en milieu scolaire, Oui. j'ai eu la chance d'être formée en 2004 au Conseil conjugal et familial à l'initiative du médecin de PMI départemental pour intervenir en milieu scolaire. Et dans la Manche, 97% des élèves de 3e ont une intervention en milieu scolaire. Donc, je sais pas ce qu'il en est de la prostitution. Je pense qu'elle existe et j'ai pas vraiment de connaissances sur ce sujet-là. Mais le département de la Manche, qui n'est pas un département de gauche, avait misé sur la formation des conseillères conjugales pour intervenir en milieu scolaire. Alors moi, j'y travaille plus parce que je suis arrivée en Île-de-France, mais cette fonction-là existe toujours. Elle a même été modifiée. On a été 5 conseillères pendant longtemps pour le conseil départemental. Maintenant, elles sont 8. Donc, il y a une vraie volonté de faire de l'information en milieu scolaire. Et puis, je crois beaucoup que le conseil départemental a un fort pouvoir dans la prévention de la prostitution, parce que c'est son rôle de protéger les mineurs. Et vous l'avez dit, et j'en suis absolument convaincue, les personnes qui sont en situation de prostitution sont d'abord des personnes qui ont été confrontées à des violences et pour lesquelles on n'a pas mis une protection suffisante. D'abord pour les protéger, mais aussi pour les soigner. Et je pense que tant qu'on ne mettra pas d'argent, et c'est bien dommage qu'on ne fasse que écouter des experts ou que produire des préconisations, parce que la CIVIS avait déjà préconisé un certain nombre de choses, et on a recommencé à écouter des experts sur cette question-là, alors que finalement on a tous les outils, en tout cas toutes les réflexions nécessaires pour agir. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait envie d'agir. Enfin, nous ici, oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que nos dirigeants aient réellement envie d'agir, aient réellement envie que la prostitution s'arrête, que la pornographie s'arrête. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des enjeux, alors personne ne le dira comme ça, mais quand on voit le nombre de clients et de consommateurs, on se dit qu'il y en a forcément un petit peu partout. Donc, de là à dire, moi, pas du tout, alors je rejoins Zéro Macho, des hommes qui s'engagent pour dire non à la prostitution, ça me semble évident qu'il faut développer ce mouvement-là. Merci à vous. Juste un rappel historique, hein, quand on était sur la préparation de la loi de 2016, il y avait une petite pétition qui était passée qui s'appelait « Touche pas à ma pute ». Donc, il fallait déjà oser reprendre ça. Touche pas à ma pute. Et dedans, il y avait qui? Il y avait notamment Bec Bédé, il y avait Zemmour, il y avait le fils du comique là, de Bâle, là, comment il s'appelle? Bedos. Voilà. Et après, il s'est repenti parce que le pauvre, il n'avait pas fait attention à ce qu'il disait. Il y avait celui qui était Philippe Cobert. Donc, ça en dit long sur le profil de ces hommes. Mais quand même, on est dans un pays où on peut écrire « touche pas à ma pute ».
Et que ce soit extrêmement médiatisé. Vas-y. Oui, je voulais juste te dire une chose, c'est que c'est une banalité atroce. C'est pas seulement le focus qu'on met sur les jeunes filles, c'est la responsabilité, ce qui est beaucoup plus grave Oui, t'as encore raison. que le focus. Oui, tu as Donc raison tout de est de leur reprendre. faute, et c'est de leur faute à elles. Bon, ça, c'était la chose que je voulais Oui, dire. tu as raison de juste le comme ça. reprendre, c'est absolument la responsabilité. Et d'autre part, d'habitude. pour ce qui est de l'école et des divers endroits où on peut former les jeunes, moi je me dis par expérience, parce que j'ai un petit peu Parle plus près du micro, travaillé, derrière on t'entend pas. j'ai un petit peu travaillé dans les écoles, et je me dis qu'il faudrait d'abord former les formateurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'éducation nationale et ailleurs qui se donnent des airs de formateurs et qui pensent ce que vous disiez, à savoir que, par exemple, le désir masculin est absolument irrépressible. Et ça, c'est une chose qu'on entend, y compris dans les couloirs des établissements d'enseignement. Alors, je crois quand même que le VARS, j'arrive pas à... EVARS, que les VARS, c'est comme Véronique le soulignait, ce ne sont pas des gens de l'éducation nationale qui font cette... Si, normalement, là, ça doit être fait par la communauté éducative. Hein. Ah, c'est pas des associations. Avec renfort éventuel des assos. Ah, d'accord. Ah, bah, tu vois, je sais. Mais normalement. D'accord. Oui, alors effectivement, la communauté éducative n'est peut-être pas formée du tout à ça. Non. Elle est déjà pas formée à plein de trucs. Ah bah quand je vois ce que subit ma fille de certains profs, Ouais. Je me dis, et ce que subissent certains profs de certains parents, on est mal parti. Hein. Parce qu'on a de tout. Et des parents qui sont quand même, qui deviennent ultra violents sur plein de sujets. Et si votre fille a le malheur d'être un petit peu féministe, machin, elle prend, voilà. On la prend déjà pour... Bon, voilà. C'est À vous la parole. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'ai appris quelque chose. De fait, les informations que vous donnez là, qui de mon point de vue devraient être largement connues, ne l'étaient pas, en tout cas par moi, et ça m'interroge. Du coup, je réfléchissais aux solutions, mais il y a un impact de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est numérique, embarqué dans les téléphones portables de nos jeunes, qui est absolument colossal, indépendamment même de la question que vous avez traitée aujourd'hui. J'ai quelques amis pédopsychiatres qui me disent que les ravages quand même causés sur une partie significative de nos jeunes entre 15 et 21 ans, quelque chose comme ça, y compris avec des dépressions, etc., est considérable. Donc je pense qu'il y a quand même une urgence à plaider auprès des pouvoirs publics une limitation de la consommation du numérique chez les jeunes, et avec tous les moyens technologiques qui peuvent être mis à disposition pour le faire, parce que le problème que vous avez cité rejoint d'autres problèmes, à mon avis, et donc il me semble qu'il y a là vraiment une urgence. Et puis la deuxième chose, c'est que, alors peut-être, parce que je découvre aussi le problème, et peut-être que je n'ai pas du tout les ordres de grandeur corrects en tête, mais quand vous avez cité le plan Paquette, vous avez dit qu'il y a des moyens avec 14 millions, ça m'a paru tellement dérisoire, de 14 millions, que j'ai été surpris de voir finalement que vous considériez que c'était un effort significatif. Juste pour donner un ordre de grandeur, je trouve que pour moi, dans ma fonction professionnelle que je suis en train de quitter, j'ai piloté des systèmes d'information pour la maison Enedis, mon budget était de 700 millions d'euros par an. Donc, quand on me dit au niveau national que pour une politique publique d'une importance majeure, puisqu'elle concerne la protection de nos jeunes, 14 millions d'euros, c'est significatif, je ne sais pas, je suis complètement perturbé par cette information. Je rejoins votre perturbation, mais on en est là, à se réjouir de 14 millions. Amicale d'Uni, on est 270 salariés. Mouvement d'Uni, sont 35. Κοινοτότης έρωτε. Κοινοτότης